Tout de suite, notre invité, c'est vous, Hassan Salamé. Bonjour à vous. Vous êtes le ministre libanais de la Culture. Vous avez été également l'émissaire des Nations Unies pour la Libye entre 2017 et 2020. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Monsieur le ministre, au tir de roquettes du Hezbollah sur Israël, l'État hébreu a répondu par un déluge de feu. On vient de le voir. Le Liban a malgré lui replongé dans la guerre. C'est vrai, le Liban a glissé de nouveau dans le cycle de la violence depuis une semaine. Le principal objectif du gouvernement à l'heure actuelle est d'abord de s'occuper des personnes déplacées. Il y en a plus de 400 000, dont une partie, à peu près 120 000, sont dans des refuges qui sont généralement des écoles que nous essayons de préparer pour des familles qui ont dû quitter leur logis, que ce soit dans la banlieue, que ce soit au sud du Liban. Ça, c'est la première des tâches que nous devons remplir. La seconde étant, bien entendu, de chercher à nouveau un cessez-le-feu dans une situation un peu particulière, qui est un peu sans précédent, puisque vous avez dans cette région du Moyen-Orient un théâtre de guerre qui ne cesse d'étendre et de s'intensifier dans le Golfe, une guerre contre l'Iran, mais aussi une riposte de l'Iran qui touche une dizaine d'autres pays dans le Golfe, les pétromonarchies, mais également en Azerbaïdjan et ailleurs, et un théâtre de poche qui est le théâtre libanais, qui fonctionne, j'allais dire, malheureusement en parallèle au grand théâtre qui s'est ouvert dans le Golfe. C'est pourquoi nos interlocuteurs habituels pour tenter de chercher un cessez-le-feu ne sont pas aussi disponibles qu'ils l'étaient dans des guerres antérieures parce qu'ils sont très engagés, notamment les États-Unis d'Amérique, très engagés. C'est un pays belligérant contre l'Iran aujourd'hui aux côtés d'Israël. Il a peu d'attention pour la scène libanaise, beaucoup plus réduite dans ses enjeux. Il est vrai que la France s'anime pour essayer de trouver une solution propre à la tragédie libanaise, mais jusqu'ici, on est encore au niveau des idées qui sont testées parmi les parties concernées, mais pas véritablement à l'initiative en bonne et due forme. Vous le disiez à l'instant, Hassan Salamé, les États du Golfe sont eux-mêmes visés par les frappes qui proviennent, les frappes de riposte qui proviennent d'Iran. Vous avez également évoqué le rôle joué par la France pour tenter d'arracher un cessez-le-feu auprès du Premier ministre israélien. Vers qui aujourd'hui vous pourriez vous tourner pour vous soutenir dans cette entreprise-là, pour tenter de faire taire les bombes sur le Liban? C'est pourquoi je vous disais que c'est une situation un peu sans précédent. En ce sens que d'ordinaire, dans des conflits antérieurs, en 93, en 96, en 2000 et de nouveau en 2006, nous avons eu droit à une attention beaucoup plus soutenue de la communauté internationale qu'on ne trouve pas à l'heure actuelle. Et pour la reconstruction, nous pouvions compter dans une certaine... Pourquoi, Monsieur le Ministre, comment est-ce que vous expliquez la discrétion dont font preuve, par exemple, les Européens? Parce que lorsqu'on parle de la communauté internationale, on inclut les Américains. Ils sont même acteurs dans cette guerre. Mais comment est-ce que vous expliquez la grande discrétion dont font preuve aujourd'hui les Européens, au-delà du président français et du Premier ministre espagnol? Je pense parce qu'ils sont touchés par le théâtre principal. Le théâtre principal est un théâtre où des cibles civiles sont en train d'être frappées, où l'Europe craint pour ses approvisionnements en pétrole, notamment depuis la fermeture de facto du détroit d'Ormuz, mais également le fait qu'il y a une connexion, certes, entre le petit théâtre libanais et le grand théâtre du Golfe. Nous essayons à dissocier les deux, mais je crois que beaucoup d'Européens mélangent quelque peu les deux théâtres l'un avec l'autre. C'est pourquoi ils sont un petit peu rétifs à s'exprimer sur le dossier libanais, à l'exception de la France jusqu'ici. Et quand vous avez entendu deux ministres du gouvernement israélien, celui de la Défense dire qu'ils envisageaient d'occuper le Liban comme ils occupent Gaza, et puis un ministre suprémaciste d'extrême droite dire qu'il comptait réserver à la banlieue sud de Beyrouth le même sort qu'à Khan Younes à Gaza, comment est-ce que vous, Monsieur le ministre, vous avez accueilli ces mots? Je trouve que ces mots sont horribles. Ce qui est arrivé à Khan Younes, c'est un véritable désastre humanitaire et il n'y a pas
de choses plus prééminentes dans nos préoccupations à l'heure actuelle que d'épargner à la banlieue sud de Beyrouth ce que ces ministres du gouvernement israélien lui promettent. Et c'est pourquoi nous cherchons avec beaucoup de détermination les moyens de se doter d'un appui international un peu plus net qui puisse d'abord nous aider à prendre en charge les centaines de milliers de personnes déplacées dans une situation financière du pays qui est en crise elle-même depuis la chute brutale du système bancaire et financier libanais en 2019, mais également des voix qui s'élèvent à l'ONU et ailleurs pour appeler à un cessez-le-feu au plus tôt dans cette guerre dans laquelle le pays a glissé depuis pratiquement une semaine. Il y a ce défi humanitaire immense, et vous le rappeliez à l'instant, des populations qui peuvent trouver des abris de fortune, d'autres pas, qui dorment à même le sol, et déjà des tensions, des déclarations ici, là, entre les différentes composantes des identités qui forment aujourd'hui le Liban. Est-ce qu'il y a une crainte de ce côté-là? Est-ce qu'il y a une crainte aussi de voir de vieux démons revenir, de voir les guerres confessionnelles ressurgir dans votre pays? Les démons existent, comme vous le dites, mais je ne suis pas particulièrement paniqué par cet aspect des choses. On voit aussi de grands mouvements de solidarité de la part de la population et le gouvernement s'acharne à trouver des refuges pour ceux qui le veulent. Parfois, des personnes ou des familles préfèrent rester dans leur voiture plutôt que d'aller dans des endroits éloignés. En particulier, il est difficile d'envoyer des personnes déplacées vers les régions montagneuses du pays où il fait froid et où le mazout coûte très cher. Donc, nous essayons de trouver des solutions pragmatiques à cette catastrophe humanitaire qui nous est tombée dessus. Et je peux vous dire que tous les ministères concernés sont principalement occupés à cela. Hassan Salamé, il y a aussi eu ces déclarations de l'État hébreu qui a justifié cette riposte après des tirs de roquettes du Hezbollah comme la tentative d'aller désarmer le mouvement chiite, ce que le gouvernement libanais n'a pas pu faire jusqu'à présent. Je crois que les Israéliens ne nous ont pas aidés dans cela, beaucoup aidés dans cela. En réalité, le gouvernement libanais, dès le mois d'août, a décidé d'un plan de désarmement progressif de toutes les milices armées du pays et de rétablir le monopole de la force armée dans les mains du seul État libanais. Mais je dois avouer de l'autre que nous n'avons pas été aidés par le fait que les Israéliens ont occupé, après le cessez-le-feu de novembre 2024, plusieurs collines du sud du Liban, un territoire, une partie du territoire à l'est de la frontière, mais également qu'ils ont fait plus de 15 000 violations de l'accord de cessez-le-feu ou des arrangements de cessez-le-feu qui avaient été établis par médiation américaine en novembre 2024. Lorsque vous avez cette intensité de feu qui s'abat sur le Liban quasi quotidiennement, des assassinats, des usages du drone, de l'aviation, etc., pendant les 15 mois derniers, il était difficile à l'armée libanaise de s'imposer non seulement à des groupes armés qui fonctionnent à l'intérieur du pays, mais à une force supérieure, militaire supérieure, qui ne cesse d'occuper et de frapper. Les Israéliens auraient pu agir d'une manière plus positive à l'endroit des décisions du gouvernement libanais qui ne l'ont fait. Est-ce qu'ils cherchent à dominer toute la région à travers la seule force? Vous avez une longue carrière d'homme politique et de diplomate derrière vous. Comment est-ce que vous êtes en train d'analyser ce que fait l'État hébreu au Liban en ce moment? L'historien en moi vous dirait qu'on n'établit pas une hégémonie avec la seule force militaire. Les pays qui s'y sont employés à travers l'histoire n'ont pas beaucoup réussi. Pour établir une hégémonie, il faudrait aussi que d'autres acteurs de la région trouvent intérêt à l'hégémonie que vous entendez établir. Or, si vous utilisez la force dans tous les sens, vous n'allez pas avoir beaucoup de compréhension de la part des autres acteurs. L'hégémonie n'est pas la domination militaire, et ce ne sont pas deux synonymes. Et pourtant, c'est La l'entreprise. domination Je vous en prie, poursuivez.
militaire, de l'aviation, de la technologie, etc. Mais elle n'est pas évidente au niveau des autres éléments qui puissent établir une hégémonie, qui sont de nature politique, culturelle et mentalité, au niveau des mentalités. Est-ce qu'il faudrait compter sur la versatilité du président américain pour peut-être espérer de sa part une pression sur le Premier ministre israélien en ce qui concerne le Liban? En d'autres termes, quels sont les objectifs de l'un et de l'autre en Iran et au Liban? Est-ce que ce sont les mêmes? Ce ne sont pas nécessairement les mêmes objectifs. Je crois que les Américains, eux, veulent établir une hégémonie américaine sur la région, que pour cela, ils savent qu'ils ont besoin de plus d'ordre et moins de chaos. Je ne crois pas que ce soit la ligne israélienne qui, sans doute, donne l'impression souvent de préférer le chaos à l'ordre. C'est pourquoi il y a sans doute des nuances, et un peu plus que des nuances, entre les objectifs ultime des Israéliens et des Américains. Pour ce qui concerne le Liban, ce qui nous ennuie, c'est que les Américains sont engagés très fortement dans la guerre contre l'Iran à l'heure actuelle et que donc il leur est difficile apparemment de jouer le rôle de belligérant dans la région du Golfe, sur le théâtre principal, et de jouer un autre rôle de médiateur, biaisé certes, mais de médiateur quand même, comme celui qu'ils ont joué à l'automne 2024. Cette dualité des rôles de la part des Américains ne semble pas tout à fait, comment dirais-je, mûre dans leurs esprits. Est-ce que vous diriez, Hassan Salamé, qu'au vu de ce à quoi on est en train d'assister, le droit international est définitivement mort? Certains le disaient déjà enterré à Gaza lorsque tout le monde a laissé faire. Est-ce que c'est cette impunité qui permet ce qui est en train de se passer en ce moment? Écoutez, j'ai écrit un livre qui dit à peu près cela longtemps avant que la guerre de Gaza ne commence. C'est la tentation de Mars. Un livre où je déterminé que les normes internationales, le droit international, notamment le droit international humanitaire, étaient bafoués sur beaucoup trop de terrains à travers le monde, en Ukraine, au Venezuela, dans la mer de Chine et ailleurs, de telle sorte qu'il était très difficile de maintenir ce droit, de maintenir ce cadre sur lequel beaucoup d'efforts ont été fournis au cours du siècle et demi passé pour établir une espèce de cadre général de comportement dans les relations internationales. Aujourd'hui, on a l'impression que la loi du fort est systématiquement la meilleure et que ce fort n'arrive pas à imposer ensuite la paix. On parle beaucoup de paix, on ne la voit pas. On voit une multiplication de conflits, généralement engagés par les grandes puissances ou par leurs alliés régionaux, et on ne voit pas de sortie de crise qui puisse être durable. Regardez ce qui s'est passé à Gaza. On nous a parlé de paix, d'un congrès de paix, d'un établissement d'une Riviera à Gaza. Eh bien, le cessez-le-feu n'est pas là encore à Gaza et l'enthousiasme pour envoyer des troupes de maintien de la paix à Gaza est quasiment nul auprès de la plupart, sinon de tous les pays de la région. Ce sera ma dernière question, mais est-ce que espérer, ça fait encore sens aujourd'hui d'après vous? On n'a pas le choix. On peut être pessimiste dans l'analyse, il faut rester optimiste dans l'action. C'est pourquoi je pense qu'un pessimiste actif est le meilleur caractère pour approcher la situation telle qu'elle est aujourd'hui. D'une part, il ne faut pas avoir d'illusions sur la gravité de la situation du Liban et du Moyen-Orient, aucune illusion sur cela, aucune illusion sur l'utilité du système onusien ou du droit international en général pour mettre fin à ces conflits, mais de l'autre, il faut continuer à agir, à aider les déplacés à retrouver un toit, à essayer de trouver des moyens de convaincre les belligérants d'un cessez-le-feu, à essayer de trouver des lignes de désescalade de la violence. Donc, il faut à la fois être sceptique dans l'analyse, voire même pessimiste parfois, mais il faut rester déterminé et actif quand il s'agit de résoudre les problèmes pratiques auxquels n'importe quel responsable est confronté. Merci beaucoup, Hassan Salamé. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Culture du Liban.
On en vient maintenant à la situation en Iran.